Tu as eu un choc quand tu arrives en France? Une différence de langue, de culture. C'est beaucoup plus difficile. Tu as envie de rester pour justement pas que ton pays soit désert. C'est beaucoup plus facile d'aller parler avec des gens que tu connais pas ou juste dire tu deviens plus curieux des autres en fait. Donc On échange à Paris, ils se regroupent entre japonais. parce que je pense que c'est une forme de respect aussi quand tu vas dans un autre pays d'essayer d'apprendre la langue. Je vais vraiment partir avec lui. Mais j'étais toute petite, j'avais... De tout le monde te dit il faut que tu partes à l'étranger si tu as l'opportunité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Désorientés, le podcast de tous les parcours. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche de plus en plus de monde, c'est le fait de quitter son pays pour aller vivre ou travailler à l'étranger. Donc on peut parler de VIE, d'expatriation ou tout simplement de voyage. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut voyager pour grandir ? Et donc, est-ce qu'on peut évoluer ou se réinventer tout seul sans pour autant prendre ce voyage sans retour ? Et pour ça, nous avons 3 invités aujourd'hui qui vont pouvoir nous partager leur parcours, leurs expériences qui sont toutes très différentes. Donc, je vous invite à vous présenter chacun un par un, vous raconter peut-être d'où vous venez, ce que vous faites maintenant et votre parcours. On peut commencer par toi, Marie, et après on continue. Merci Kim de nous accueillir aujourd'hui. Donc oui, moi c'est Marie, j'ai 25 ans, je suis bretonne de base. J'ai fait une grande partie de mes études à Paris, en communication, dans un master école classique. Et puis après mon master, je voulais partir à l'étranger. Je voulais pas juste partir pour voyager, j'avais quand même envie de bosser pour continuer un peu les compétences que je venais d'acquérir pour mon master. Et du coup, j'ai trouvé une asso qui m'a donné une bourse, une convention de stage. Et je suis partie à Berlin il y a déjà 9 mois. Très chouette. Et ce stage s'est transformé en un emploi permanent, Félicitations. dont on pourra peut-être discuter plus tard. Tout à fait. Jessica, Bonjour t'écoutes. Kim, moi c'est Jessica, je suis brésilienne, j'ai 34 ans et je suis en France depuis 8 ans. Donc la France, c'est pas mon premier pays, c'est pas le premier pays où j'ai habité. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu et de visiter plusieurs pays, mais j'ai 4 pays qui ont marqué un peu mon histoire. Wow, ok. Il y a le Brésil où j'ai grandi, ensuite je suis allée au Canada, ensuite en Colombie et maintenant en France. Et Wow. aujourd'hui, je travaille avec des traductions. Voilà. Ok. Et quel est le pays qui t'a le plus marqué ? Du coup, c'est la France ? Alors, j'ai l'habitude de dire que chaque pays m'a marqué d'une façon complètement différente. Le Brésil, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays qui m'a donné la vie. La Colombie, j'ai dit souvent que c'est le pays où je me suis comprise en tant que femme brésilienne latino-américaine. Mhm. Le Canada, avant d'aller en Colombie, c'est le pays qui m'a ouvert les yeux sur le monde. Et la France, c'est le pays où j'ai compris ce que c'est d'être une femme latino-américaine, comment le monde nous voit. Ok. Et c'est le pays qui m'a fait grandir aussi. Ok, c'est très beau. Et toi, Louis ? Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et là je fais mon master de com à Sciences Po Paris. Ok. J'ai vécu littéralement toute ma vie au Japon. Mon père est français, mais bon, j'étais dans un lycée ou dans des écoles japonaises, donc j'ai jamais eu vraiment l'éducation française. Et j'ai fait un double diplôme avec Sciences Po Paris aussi quand j'avais 20 ans. Donc Ok. je suis resté au Havre pendant 2 ans. Et ça, c'était vraiment ma première fois où j'ai vécu en France tout seul. Et je suis retourné, j'ai fini mon université au Japon en 2024, mars. Et là, c'est ma 2e année à Paris. Et il y a 3 mois, j'ai commencé ma boîte au Japon où j'aide les compagnies japonaises à s'installer en France. Et aussi exporter des trucs de la France au Japon. Ça vient de commencer. Donc, bon. Ok. Bah, trop chouette. Voilà, Hyper donc, intéressant. merci beaucoup. Voilà. Et moi, j'ai une question. Du coup, tu disais que tu étais dans des écoles japonaises. Comment tu as appris à parler français ? Parce que tu parles super bien français. Déjà, mon père, ça, c'est vraiment un facteur énorme. Deuxièmement, bon, Sciences Po, même s'il y a plein d'étudiants étrangères, je dirais la moitié, plus que la moitié des étudiants sont français. Et comme je parlais pas anglais quand je suis arrivé en 2020 en France, comme les cours sont tout en anglais, j'avais une base, mais bon, je parlais pas anglais couramment. Je me suis fait des potes français et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé. Ok. Voilà. Ouais, trop bien.
Moi, j'ai une première question à vous poser à tous. C'est celle qui me questionne le plus. Qu'est-ce qui vous a dit un jour, je pars? Genre, est-ce que vous avez eu un élément déclencheur ou ça vous est tombé dessus? Comment ça s'est fait, tout simplement? Moi, je dirais que je pense qu'il y avait aussi cette forme de tout le monde te dit il faut que tu partes à l'étranger, si tu as l'opportunité, essaye, tu vas voir, ça va te changer, ça va être chouette. Et j'étais déjà partie à l'étranger, à Madrid, en 2020, je crois. Ok. Pendant mon BTS, j'avais juste fait un stage pendant 2 mois. Et oui, c'est le cas. Genre vraiment, j'avais juste ultra peur. J'étais à Madrid, je parlais pas très bien espagnol, Ouais. voire pas du tout. Et en fait, tu reviens après 2 mois, t'es beaucoup plus autonome, t'es ouvert, t'es un peu plus ouvert vers les gens. Et j'avais trop kiffé cette expérience, donc je m'étais dit, bah, il faut que je le recommence, mais un peu plus sérieusement maintenant, genre plus longtemps. Ouais. Et ouais, je pense que c'était important de partir. Et quand tu dis que tu vas vers les autres, c'est parce qu'en France, tu le fais moins, parce que tu es seule, justement? Je pense que on a besoin de partir pour se rendre compte que en fait, parler avec les gens, être curieux, Ouais. s'intéresser aux autres, on le découvre vraiment plus quand on est à l'étranger parce que déjà on doit se débrouiller tout seul, on doit se refaire des amis, on doit parler, on doit essayer en fait de se refaire une vie sociale Mhm. que en fait quand tu es en France ou quand tu es chez toi. C'est quelque chose qui est inné, en fait, parce Ouais. que c'est tes amis depuis toujours, c'est ta famille, etc. Donc, en fait, tu dois aller vers les autres. Et quand tu reviens en France, moi, genre, je me suis rendu compte de ça. En fait, c'est beaucoup plus facile d'aller parler avec des gens que tu connais pas, ou juste dire, tu deviens plus curieux des autres, Ouais. en fait. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, waouh, en fait, je peux parler avec les gens, je peux aller les rencontrer, je suis moins timide, ou en tout cas, tout le monde a quelque chose à t'apporter, donc être curieux et parler plus avec les gens, quoi. Et c'est Ok. vrai qu'en France, à Paris, ou en Bretagne, par exemple, c'est différent, je pense. Ok, merci. Et toi, Jessica? Alors, mon histoire, elle est un peu différente. Quand je pense à voyager, je pense toujours à mon grand-père, qui a Mhm. été une personne très, très présente dans mon enfance. Et lui, il voyageait beaucoup, vraiment beaucoup. Et quand je pense à lui, je me souviens de penser justement que je voulais vraiment partir avec lui. Mais j'étais toute petite, Ouais. j'étais pas assez grande pour partir avec lui. Et j'avais tout le temps cette idée d'être assez grande pour partir avec lui. Mais voilà, il est décédé avant que ça arrive. Ok. Mais je sens que cette envie, il est resté chez moi. Mm. Et aujourd'hui, je sens que quand je pars, j'ai toujours lui avec moi. C'est très beau. Est-ce que tu as voulu un peu suivre ses traces ou tu as fait tes pays à toi? Non, j'ai fait mes pays Ok. à moi. Le premier pays où je suis allée, c'était le Canada. Et Ok. c'est une drôle d'histoire aussi parce que j'avais 18 ans, j'étais à la fac. Et je me souviens qu'à l'époque, à l'université nous donnait la possibilité de passer un semestre dans une autre université publique au Brésil. Et j'ai commencé à faire des recherches sur ça. J'étais avec une copine et je ne sais pas comment on est tombé sur une journée de porte ouverte avec plusieurs écoles de plusieurs pays. Et à la fin de ce jour-là, je me souviens qu'on se posait la question, on s'est regardé et on s'est dit, mais pourquoi partir dans le sud du Brésil si on peut aller au Canada? Donc, ça a commencé comme ça. Donc, on a commencé à on a contacté plusieurs écoles. Mhm. Et au bout de quelques jours, j'ai signé un contrat pour aller au Canada. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail, j'avais rien du tout. J'arrive à la maison, je dis à ma mère, maman, je vais au Canada. Et elle a rien compris. Pourquoi tu as choisi le Canada? Parce que alors, Brésil, Canada, rien à voir. Parce que je voulais apprendre l'anglais Ah, ok. déjà. Et pour moi, c'était le pays le moins cher. Ok. Voilà, c'était ça les Ok, critères. ça marche. C'était ça les critères à l'époque. Je ne voulais pas partir aux États-Unis. Venir en Europe, c'était Plus plus loin. cher, Ouais. exactement, plus loin, plus cher. Donc, j'ai décidé d'aller au Canada. Et voilà, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et je me souviens que à l'époque, l'école nous donnait la possibilité, parce qu'on a signé un contrat pour partir au bout de 2 ans. Donc, on pouvait payer jusqu'à 1 mois avant de partir. Ok. Donc, pendant ce temps-là, j'ai trouvé un travail. Je me souviens que je travaillais tous les jours de la semaine, les week-ends, j'ai étudié le soir.
Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai adoré Incroyable. l'expérience. Voilà. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Quand je suis partie, j'avais 20 ans. Du coup, Wow. je travaillais pendant 2 ans pour payer le voyage. Et Incroyable. Très beau. Ben, merci. Et toi, Louis, qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Je pense que de base, l'environnement que j'ai eu, lequel c'est qu'en gros, genre mon père est français. Mm. Pardon. La plupart des Japonais, enfin au Japon, je pense que vous connaissez, mais genre c'est une île. Du coup, je pense que le taux de personnes qui ont le passeport déjà, c'est à peu près 20%. Ok. Donc en fait, vraiment, genre dans ma classe, au lycée, au collège, ou peu importe, le nombre de personnes qui partaient à l'étranger pour même un voyage, genre à Hawaï ou peu importe, c'était vraiment peu. Genre, je dirais, on était 40 dans la classe, je dirais que genre des gens qui avaient fait partir à l'étranger avec la famille, c'était genre 10, un truc comme ça. Ok. Et le reste, voilà, soit ils voyagent pas, ou soit ils sont au Japon, bref. Et comme ma grand-mère de mon père, enfin non, pardon, la mère de mon père était en France, je venais souvent en France, vers La Rochelle. Donc pour moi, c'était plutôt une habitude d'aller à l'étranger. Donc au final, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'était pas vraiment une décision, comment dire, difficile de me dire de partir. Oui. Bon, je vais en France. Mm. Mais en fait, l'environnement du Japon qui ne permet pas vraiment de partir, genre de make it difficult to Oui. leave the country, ça m'a un peu encouragé, puisque genre, je me suis dit, bon, je suis un peu cool de partir. Donc je pense que ça a fait un truc. Et aussi, vraiment, j'avais eu l'occasion de partir à Sciences Po. Moi, j'étais Ouais. vraiment tout le temps dans le système éducationnel japonais. Du coup, je connaissais vraiment aucune université française. Mhm. Mais bon, Sciences Po, la réputation qu'il Oui. a et tout, Évidemment. m'a permis de avancer, puisque c'était pas seulement un échange, c'était vraiment un double diplôme. Donc, j'aurai 2 diplômes à la fin de mes années scolaires. Donc voilà, donc c'est vraiment l'environnement japonais et l'environnement dans ma famille qui m'a vraiment poussé et permis de me dire, bon, c'est cool d'aller à l'étranger. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai une question pour rebondir, c'est à propos des passeports. Marie, du coup, passeport français. Ouais. Mais pour vous, est-ce que c'était dur de partir, enfin, est-ce que c'est plus dur de partir à l'étranger quand on ne vient pas de l'Europe ou de la France, par exemple? Ou vous n'avez pas rencontré ce problème? Moi, j'ai 2 passeports. Donc, Passeport français aussi? Voilà. Ok. Bon, plus simple. oui, non, en effet, c'est beaucoup plus difficile. En tant que Brésilienne, on peut venir en Europe comme touriste, mais pour travailler, pour étudier, c'est complètement différent. On a toute une démarche à suivre. Et c'est un parcours un peu plus difficile, mais c'est faisable aussi. Et voilà, ça a été comme ça. Ok. Fallait un visa ou... Oui, il faut un visa Ouais. pour étudier. Et avec ce visa d'étudiant, tu as la possibilité aussi de travailler 20 Ok. heures par semaine. Combien? 20 heures par Ok. semaine. Ça marche. Et Et ensuite, après, tu as un visa de... Genre, t'habites ici, quoi. Enfin, c'est plus touriste, quoi, mais... Ouais. pas exactement, oui, pas T'as juste le exactement droit comme de- ça. Si de on travailler? fait exactement, exactement. Après, une fois que tu as fait tes études ici, tu peux changer de visa pour commencer à travailler. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as la nationalité française ou est-ce que tu travailles encore là-dessus? Ou est-ce que tu la veux, tout simplement? C'est une question... Oui, je veux bien. Ça, non, j'ai pas encore de nationalité. Ok. J'ai pas été naturalisée. Et Il faut aujourd'hui, combien d'années? C'est ça un- dépend de ton parcours. Ok. Par exemple, si normalement c'est 5 ans. 5 Ok. ans en France pour avoir la possibilité de faire la demande de la naturalisation. Ok. Mais en tout cas, ça dépend vraiment de chaque parcours. Et aujourd'hui, j'ai un visa de travail. Mais peut-être que bientôt, tu pourras avoir ton visa en cours, enfin ta Croisons les nationalité. doigts. On espère. Et toi, Marie, est-ce que tu as envie d'avoir la nationalité allemande ou c'est quelque chose qui... J'en sais trop rien, en fait. Je sais pas si tu veux rester... Tu vois, ça fait 9 mois que je suis à Berlin maintenant, 9-10 mois. On va déjà faire quelques années à Berlin, voir si ça me convient, parce que l'hiver est un peu rude à Berlin, de ce qu'on m'a dit. C'est genre moins 10 degrés, vraiment froid, Sympa. glacial, parce que Berlin est quand même très à l'est. Et donc on va déjà faire 2 ans.
C'est ce que mon contrat me permet de faire. Et puis on verra. Je sais que c'est une ville qui est très... C'est genre la capitale, c'est toujours ce que je dis, c'est la capitale où je trouve que les familles peuvent vraiment vivre en termes de qualité de vie. Les trottoirs sont grands, il y a des parcs partout. Quand tu crées une résidence, genre quand quand tu construis une résidence, si c'est plus de 100 résidents, je crois, tu dois construire un parc pour enfants dans cette résidence, en fait. Donc, en fait, tout est pensé pour que, quand tu es une famille, quand tu as un enfant, tu puisses bien vivre. Donc, c'est vraiment, je pense, une des seules capitales en Europe où tu peux vraiment bien vivre. Donc, on n'en est pas là pour l'instant. Mais voilà, c'est une qualité de vie qui est quand même agréable. Donc, on verra. On verra pour l'instant. Je ne sais pas encore parler allemand, donc faut déjà peut-être que je me mette sur ça et après on verra pour la nationalité. Mais pour le coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous avez un problème vous rencontrez des problèmes au travail ou dans la vie en général avec les langues ou pas du tout? Ah bon, oui, tout le temps. Déjà, je travaille avec des traductions, donc je gère la traduction d'une application en plusieurs langues et ça m'arrive tout le temps de mélanger. Déjà, on a 2 langues de travail à l'entreprise, l'anglais et le français. Donc, on switch, on change de langue tout le temps. Je travaille avec des freelances aussi qui ne parlent pas français. Okay. Donc, j'échange avec eux, que ce soit en anglais, en espagnol, des fois un petit peu en italien. Donc, ça m'arrive tout le temps de mélanger les langues, même dans ma vie personnelle aussi. Des fois, comme le français et le portugais, ce sont des langues très similaires. Donc, des fois, on a ce qu'on appelle des faux amis. Donc, il y a des mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Et ça m'arrive souvent de parler avec ma famille et de faire des traductions, disons que littérales, du français vers le portugais et de commencer à tout mélanger. Et des fois, ma mère me dit « Mais qu'est-ce que tu dis ? Je sais plus parler. Je comprends rien de ce que tu dis. » Mais oui, mais c'est clair. Le français, c'est dur à... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Le français, c'est vraiment dur à apprendre. Mais c'est vrai que portugais, italien... espagnol, ça se ressemble quand même. On a quand même la langue, le latin qui est en source, quoi. Et donc c'est peut-être plus facile quand on parle portugais de base ou d'apprendre le français, mais c'est vrai que c'est pas une langue très facile à apprendre. C'est vrai. Je trouve que c'est plus facile au début, justement, parce que c'est très similaire. Ouais. Mais au bout d'un moment, on commence vraiment à mélanger les choses. On ne sait pas vraiment si on parle portugais, si on parle français, si on mélange tout. C'est bien. Tu parles combien de langues à l'heure actuelle ? Je parle anglais, espagnol, portugais et français. Ok, voilà. Incroyable. Et un petit peu d'italien. Bébé. Félicitations. Et vous, est-ce que vous rencontrez des problèmes avec les langues au quotidien ou pas du tout ? De ma part, quotidiennement, oui. Parce que, ma langue natale, c'est le japonais. Mais si je parle français et l'anglais, je mélange. Mais quotidiennement, en vrai, ça va. C'est plutôt avec le travail. Parce que la plupart du temps, je travaille avec des compagnies japonaises, donc ça, j'ai pas de problème. Mais en gros, je les aide à venir, donc pour faire les démarches et tout. C'est plutôt le système peut-être, mais comme le système... compliqué. Ouais, voilà. Non, c'est trop. Et lequel est plus compliqué, le japonais ou le français ? Si j'étais seulement japonais, j'aurais jamais fait le français. Et si j'étais seulement français, j'aurais jamais fait le japonais. Non, c'est 2 langues. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de latin. Il y a des mots en anglais qu'on utilise, genre baseball. Après, il y a le mot en japonais. Mais non, juste, c'est 2 mondes totalement différents. Donc, mais en soi, c'est bien d'avoir les 2, puisque, en vrai, ça me fait une connexion. Mais juste, voilà. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, le français, c'est plus difficile, puisque, c'est une langue que j'ai acquis après. Voilà, donc, Et du coup, voilà, donc, pour le travail, c'est plutôt les démarches et la communication avec les Français ou peut-être les étrangers, je sais pas. Puisque, les Japonais sont... voilà, et les Français sont un peu... Ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Et moi, j'ai une question. Est-ce que... là, du coup, tu parlais des mots anglais. Vous n'en avez pas au Japon ? Vous n'utilisez pas les mots anglais comme le baseball ? Tu disais que... Ah non, il y en a pas mal. Il y en a pas mal quand même. Juste, il n'y a pas de français.
Ok, oui, évidemment. Ouais. Ouais, pas français, ouais. Et toi, Marie, est-ce que tu rencontres des difficultés de temps en En temps? fait, Berlin, c'est très, très international. Donc, si tu parles qu'anglais, ça fonctionne très bien. Tout le monde parle anglais et les Allemands ont un apprentissage de la langue qui est complètement différent qu'en France. Par exemple, en Allemagne, les enfants parlent 3 langues hyper facilement. Moi, je Incroyable. vis dans une famille qui est turque, avec une fille qui a 10 ans. Elle parle anglais, turc, allemand. Elle apprend l'italien. Wow. Elle veut apprendre le français. Et en fait, nous, on peine à parler anglais un petit peu. Enfin, c'est carrément une compétence en plus sur ton CV si tu sais parler Ouais, anglais quand tu es clair. français. Donc vraiment, on a un gros taf à faire là-dessus, sur l'apprentissage des langues. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis partie. J'avais des bases en anglais. Mais bon, faire la différence entre le passé et le présent, enfin, c'était dur, quoi. Donc, Ouais. je viens de loin, quoi. Et on doit vraiment, en France, mettre plus de budget, en fait, sur l'éducation en général, mais surtout sur les langues, pour nous permettre de pouvoir partir à l'étranger, enfin, si on en a l'opportunité, et l'occasion, et l'argent, etc. Mais c'est trop important de s'ouvrir C'est vrai. sur le monde et de parler en anglais. Et à Berlin, pour le coup, tout le monde parle anglais. Donc ça va, je peine pas à m'exprimer. Administrativement, à Berlin en tout cas, c'est très en retard, c'est très papier, c'est très rendez-vous dans des contrées à plus de 2 heures de Berlin, hyper loin et tout. Donc là-dessus, c'est très ancienne mode, papier, voilà. Il Ouais. n'y a rien qui est fait en ligne. C'est... En France, il y a quand même c'est comme ça. papier, mais alors, tu vois, tous les trucs administrativement parlant, Ouais, tu peux j'en le sais faire en rien, ligne, je trouver ta mutuelle ou tes assurances et tout, tu peux le faire en ligne. Ouais. À Berlin, il faut que tu te déplaces, il faut que tu appelles, c'est pourrais pas par vivre à Berlin. papier. Je perds tout. Ah, mais je te jure, c'est... Enfin, branchez-vous à l'ère d'Internet. Donc non, ça va. Mais j'essaye d'apprendre l'allemand, même Ok. si tu connais quelques trucs pour pouvoir t'exprimer quand tu veux payer en carte, ce genre de Ouais. choses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un peu un problème où il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre à Berlin, de l'étranger, qui ne font pas l'effort d'essayer de parler en allemand. Et en fait, quand il y a un peu un mème que tu peux voir sur les réseaux sociaux, quelqu'un commence à te parler en allemand, tu dis sorry, et c'est en mode ah oui d'accord, elle parle pas allemand, c'est chiant machin. Donc j'essaye quand même de montrer parce que je pense que c'est une forme de respect aussi quand Ouais. tu vas dans un autre pays d'essayer d'apprendre la langue. Donc j'essaye un Complètement. peu, je prends des cours, mais l'allemand c'est un peu dur. Ouais. Mais il faut savoir que quand tu parles une langue qui n'est pas la tienne de base, Ouais. on est toujours ultra surpris Ouais. de te voir parler de notre langue et Ouais. on est genre jamais on va se moquer. Donc Mais en vrai, France, franchement, quand tu essayes d'apprendre le français, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se moquer, quoi. Ou alors, quand tu essayes d'apprendre l'anglais en France, soit Ah tu oui, le parles hyper quand- bien ouais. et on te dit elle veut prouver, soit Ouais. tu le parles hyper mal et c'est en mode bah, elle sait pas parler anglais, donc pourquoi tu parles anglais. Il y a Ouais. beaucoup de jugements en France. Beaucoup pour le Euh, franglais. Ouais, voilà, le franglais, c'est tout de suite détesté. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'était catégorisé, entre guillemets, connasse parisienne, voilà. Si je puis me permettre, Ouais, vraiment, il y a c'est clairement ça. ouais. Donc, Peut-être pas à Sciences Po si vous parlez anglais. ouais, mais- ouais, je pense pas. Mais, Dans Paris, oui. mais ouais, en France, quand tu essayes de te développer, d'être ambitieux, c'est toujours un problème. Ce que tu ne trouves pas à l'étranger quand tu essayes de parler. Si tu essayes de parler un peu allemand quand tu vas à Berlin, les gens vont te dire en mode elle essaye, quoi. Genre, bravo d'essayer. Non, c'est Même incroyable. si c'est pas parfait, ce sera déjà, au pire, au bout de 3 phrases, tu switches en anglais. Mais c'est en mode bon, bah, j'essaye de parler ta langue. C'est une forme de respect pour l'autre, quoi. Mais incroyable. Et tu parlais de développement. Moi, je parlais de développement de votre réseau. Est-ce que c'est compliqué de se créer un réseau quand on arrive dans un tout nouveau pays ou pas du tout? Dites-moi plus. Un réseau professionnel, tu Ouais. veux dire? Ou personnel, dans les deux cas, ça nous intéresse. Alors, pour les réseaux personnels, je pense que c'est plus simple parce que, au moins, en tant que Brésilienne, il y a des Brésiliens partout. Donc, on se retrouve tous n'importe où dans le monde. Mais professionnel, c'est un peu plus difficile. Moi, par exemple, j'ai fait toutes mes études, j'ai fait 8 ans d'études au Brésil.
Mais en arrivant ici, c'était trop difficile pour moi de vraiment trouver un travail dans mon domaine. Donc, j'ai repris mes études. J'ai décidé de faire un master ici, justement pour pouvoir trouver un travail après plus facilement. Et c'était quoi le problème principal? C'est parce que tu n'avais pas de lien avec le français ou c'était quoi qui Déjà bloquait? ça, Ouais, c'est parce que ça. quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas du tout français. Du coup, au début, c'était un peu plus difficile. Ensuite, j'ai commencé en tant que professeur de portugais parce qu'au Brésil, j'ai travaillé soit en donnant des cours de langue ou sinon en faisant des traductions. Donc ici, la recherche de professeurs de portugais, Il y en a un peu voilà, moins. c'est pas comme l'anglais Ouais. que tout le monde veut parler. Donc ça, c'était un peu plus difficile. Je connaissais pas les systèmes, je connaissais pas le système éducatif ici. Donc ça m'a pris un peu plus de temps pour bien comprendre comment le pays fonctionnait, comment le système fonctionnait et pouvoir créer ce réseau. Ok. Voilà. Moi, j'aurais vraiment dit que c'est personnellement que c'est compliqué de se faire un réseau. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée. Déjà, je suis arrivée au mois de mars, donc il faisait pas très très beau, les gens sortaient pas beaucoup. Barrière de la langue, encore une fois. À Et Berlin, les gens ne sortent pas. De quoi? À Berlin, les gens ne sortent pas. Alors, les gens sortent, mais pareil, tu veux sortir avec qui en fait? T'es arrivé il y a 3 semaines, tu connais pas grand monde, tu peines à te dire est-ce que je proposerais pas un verre avec mes collègues, un café, une activité, voilà. T'as pas l'envie de sortir toute seule. Bah, C'est je une l'ai peur, fait. ouais. Je suis allée au resto toute seule parce que je me suis dit, bon, de toute façon, t'es là, profite, quoi. T'as déjà fait 80% du taf en venant à l'étranger. Donc, aller dans un resto, ça devrait aller. Mais je pense que se faire des vrais amis, en tout cas, recommencer une vie personnelle, être proche avec les gens, je pense que c'est vraiment... Déjà, il y a la peur d'être tout seul, la peur de déranger. Je pense que ça peut être dur. Et moi, en tout cas, ça a été un peu dur, quoi. Vraiment, t'as toujours peur de déranger, t'as toujours peur de t'imposer quelque part, de demander. Je me souviens, pour la fête de la musique qu'on fête aussi à Berlin, je me retrouve toute seule, je sais pas quoi faire, j'ai envie de sortir et j'ai peur de poser la question. J'ai peur de dire est-ce que je peux venir avec toi? Je suis toute seule. T'as peur de l'humiliation, t'as peur du jugement comme on est français, voilà. Et en fait, je suis assez proche d'une de mes collègues et je me dis, tu sais quoi? Le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'elle te dise, je suis désolée, je suis avec d'autres potes, je peux pas. Bon, voilà, tu fermes ton téléphone, tu vas regarder une série et c'est pas grave, tu vois. Et en fait, je lui envoie un message, je lui dis, écoute meuf, je suis toute seule pour la fête de la musique. Est-ce que tu as des plans? Est-ce que je peux venir avec toi? Je te rejoins où tu veux. Tu me dis, j'ai juste envie de profiter et d'écouter de la musique dans les rues. Et elle m'a dit, mais meuf, grave, j'ai des potes de Paris qui viennent ce week-end-là. Elle travaille dans tel domaine. Je suis sûre que tu vas trop bien t'entendre avec elle. On se rejoint à 15h à Hermannplatz. Et voilà. Et tu passes une super journée et tu vas danser la techno dans les rues. Et tu te rends compte qu'en fait, poser la question, c'est pas si terrifiant que ça, et tu l'as fait une fois et tu pourras le faire 2 fois. Mais faut passer le cas. Ouais. Ça doit être ça le plus difficile la première fois, quoi. Ouais, vraiment. Trop bien. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand on arrive quelque part tout seul, on s'ouvre beaucoup plus aux autres personnes. Carrément. À chaque fois qu'on part en voyage avec quelqu'un, on est beaucoup plus enfermé dans notre petit monde. Carrément. Et dès qu'on arrive tout seul quelque part, c'est comme si on avait une pancarte sur la tête en disant hey, j'ai envie de faire des amis. Je pense que les gens viennent aussi plus facilement vers toi quand ils te voient seul, parce que quand tu es à deux, généralement, tu es déjà arrivé avec la personne et tu as envie d'être avec elle. Alors que quand tu es tout seul, moi, la seule fois où j'ai voyagé toute seule, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens tous les jours et tous les jours, ils m'ont montré des choses trop chouettes. C'est vraiment, je l'aurais jamais fait toute seule. Donc, déjà, tu pars avec l'idée de je suis toute seule. Donc, techniquement, tu es aussi. Soit tu pars en mode détox, je vais être toute seule, voilà, j'ai pas la foi de sociabiliser, c'est OK. Mais tu as aussi l'option de. En fait, je suis déjà pas. Enfin, je pars toute seule, je pars avec l'intention d'être toute seule, donc je peux carrément parler avec des gens, plus aller vers les gens parce que tu as déjà ton intention de te dire je pars toute seule peut-être pour rencontrer des gens, quoi. Mais faut le faire. C'est clair. Et toi, Louis? Professionnellement et daily life. Donc, pour moi, heureusement que j'étais au Havre pendant 2 ans. Donc, ils sont tous revenus sur Paris. Enfin, en gros, genre, c'est un campus au Havre. Donc, c'est Sciences Po Paris, mais campus au Havre.
Donc quand je suis revenu en France, c'était pas... Enfin, moi, j'avais mes potes. Il y avait qui étaient en césure, mais bon, il y avait des gens que je pouvais voir. Mais je pense T'étais en que... école aussi? J'étais en bachelor au Havre. Ok. Ouais, voilà. Donc, je connaissais des gens et ils sont revenus sur Paris, donc voilà. Mais je pense que c'est assez un phénomène asiate ou japonaise, je sais pas, mais nous, vraiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais genre, il faut avoir les couilles de parler à les gens. Enfin, non, mais la plupart des gens qui viennent, peu importe à la Sciences Po, peu importe, mais genre, en échange à Paris, ils se regroupent entre japonais. Ah ouais? Non, genre, je vois rarement des gens qui vont vers les étrangers, ou genre, surtout des Français, je dirais. Parce que, ouais, enfin, de Ouais, un, ils ont terrible. peur, de deux, ils parlent pas le français, l'anglais. Il y a des gens qui parlent anglais, mais juste le nombre de personnes qui parlent anglais au Japon est 100 fois plus faible que celle en France ou genre celle en Allemagne. Donc, vraiment, genre, il faut avoir des énormes couilles pour aller parler à des gens. Et encore une fois, moi, j'avais vraiment la chance d'avoir des potes français du Havre qui sont à Paris. Donc, je sors jamais. Enfin, je vais jamais en boîte. Je vais jamais en... Ah, café peut-être, bar peut-être. Enfin, et ça me dérange pas. Genre, je sais pas la FOMO. Ah ouais, de temps en temps peut-être. Mais bon, j'ai pas vraiment la FOMO. Quand même. Voilà. Mais professionnellement, c'est à la fois facile et à la fois difficile. Puisque je pense que les personnes japonais qui sont en France ont un but très fort. Parce que genre, c'est pas genre, oui, je vais aller apprendre l'anglais. Ils ont un but, genre, ils sont soit pâtissiers, soit ils bossent dans la fashion. Juste, genre, ils ont un profil très fort. Ouais. Du coup, quand t'es japonais, bien sûr, genre, ils sont plus welcome. Et quand on rentre dans la communauté, en fait, genre, il y a des chances qui tombent sur toi que je m'y attendais vraiment pas. Au Havre, il n'y avait pas ça, puisqu'il n'y a pas de japonais. Non, mais voilà, donc comme mon taf est plus ou moins centré avec la relation entre la France et le Japon, ça m'aide vraiment beaucoup. Et aussi les réseaux sociaux, puisque, bon, je rencontre... Bah ça, déjà, c'est grâce à ça. Et je rencontre vraiment des gens que j'aurais jamais eu la chance de les voir sans avoir les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'être japonais, surtout en France ou genre dans des grandes villes, il y a pas mal de chances qui tombent dessus. Donc, en soi, c'est assez facile si tu cherches un peu. Mais faire des réseaux avec les étrangers, la langue, vraiment, c'est un énorme problème pour nous, genre pour les Asiates peut-être. Donc voilà, genre j'ai l'impression qu'ils se regroupent très facilement et ne sortent pas vraiment de ce groupe. Donc je pense que c'est un peu dommage. Bon, et voilà. Donc Est-ce que tu penses que c'est culturel? Ah ouais, c'est culturel. Enfin, Ouais. on est une île, donc non, mais vraiment, genre il y a un énorme effet puisque on n'a pas besoin de sortir de notre pays, puisqu'on a vraiment, je pense qu'on est le pays le plus safe de planète. Ouais. L'économie, bon, on est 3e, mais bon, quand même. Voilà, donc en fait, genre, on a On est vraiment pas pas à mal. sortir de ce pays pour y vivre. Ouais. Enfin, et voilà, donc c'est cette mentalité, c'est vraiment une mentalité de village. Genre, on est dans un village pour aller à la ligne. Donc, ouais, c'est vraiment culturel. Et je pense que enfin, bon, je connais pas les cas en Corée et en Chine, mais je pense qu'on a plus ou moins la même chose. Et tu penses qu'avec les réseaux maintenant, parce que du coup il y a quand même une expansion au niveau des réseaux, le fait de discuter un peu plus anglais quand même sur les réseaux, de voir ce qui se passe ailleurs, tu penses que ça peut permettre aux personnes qui veulent aller à l'étranger? Enfin, ça peut booster. En gros, genre, j'ai 2 comptes. Et... Enfin, j'ai un compte que j'ai vraiment commencé assez récemment pour les Français. Enfin, je mets des informations sur le Japon. Et ça fait déjà 3 ans que je fais un compte pour les Japonais où je partage des trucs sur la France. Bref. Et du coup, genre, il y a plein de gens qui me regardent et qui me disent, ouais, genre, j'étais très encouragé par tes vidéos, blablabla. Mais au final, quand on regarde le nombre de personnes qui partent à l'étranger, surtout à l'université, ça n'a pas changé. Ou genre, ça a même descendu. Enfin, là, mais dans les années 80, 90, quand le Japon était vraiment fort économiquement, c'était les Japonais qui étaient les étudiants asiates dominants dans les campus aux États-Unis, en France, peu importe. Et là, c'est soit les Coréens, soit les Chinois. Ou des Singaps. Donc, oui et non. Est-ce que c'est... Pardon, Oh, continue, je t'en prie. Non. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense que ça a facilité et la circulation des informations à l'étranger, sur les pays étrangers, a un peu facilité, peut-être en voyage et tout, mais au final, vivre... Pour y vivre, c'est difficile. Vivre et étudier, en fait, est-ce que ça a changé? Je suis pas sûr. Ok. Mais voilà, c'est ce que je... Mais est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'il... Alors, il me semble,
je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que votre population est très vieillissante et du coup, il y a beaucoup moins de jeunes. Est-ce que tu penses que les jeunes ont envie de développer leur pays Parce que moi, j'ai vu des choses où les maisons sont à genre 1 euro dans les campagnes parce que tout le monde déserte les Ah ouais? campagnes au Japon. Est-ce que tu penses que ça Ça joue. ça joue un peu là-dedans ou pas du tout? Ça joue dans le sens où, genre, comme il y a. Bah, patriotisme, dans le sens où tu as envie d'aider ton pays. Tu vois. Peut-être que tu as envie de rester pour justement pas que ton pays soit désert et que tout le monde soit juste dans les villes, quoi. Patriotisme au Japon, je pense que c'est un sujet assez sensible puisqu'on a perdu la guerre. Et bah vraiment, et du coup, vraiment Ça a encore un être impact. patriotiste au Japon, Patriote, ouais. c'est vraiment lié à l'armée. Ou genre l'Empire japonais, vraiment. Donc Ok. c'est vraiment rare de voir le drapeau japonais sur une maison. Où genre, enfin, on ne voit littéralement D'accord. jamais, à part en janvier où genre c'est les Nouvel An. Mais du coup, voilà, donc je pense pas qu'un rôle de patriotisme a un très grand rôle sur le fait que les Japonais restent à la maison. Non, je pense que c'est juste, on n'a pas l'habitude, on a peur. Moi aussi j'ai eu peur, mais juste on a peur. Et c'est pour ça que au Japon, il n'y a pas d'immigrés. Enfin, il y en a de plus en plus, mais juste là, genre, on a eu un parti politique où genre, on commence à dire, ouais, genre, les étrangers, ils se cassent. Mais juste, en fait, le nombre d'étrangers qui viennent au Japon, c'est incomparable avec le nombre en Europe. Donc, juste, on a vraiment été toujours fermés. On a vraiment une longue histoire où on était vraiment fermés de tout le pays. Et il y avait les Néerlandais et les Portugais qui sont venus en 18e siècle, si je ne me trompe pas. Bref. Donc, on a vraiment cette culture d'être fermé. Mais encore une fois, genre, on peut y vivre. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour avoir une meilleure vie. Et voilà. Donc, je pense pas que c'est patriotisme. C'est plutôt vraiment, genre, c'est la culture. D'accord. Et je pense que c'est en train de changer, mais juste, il y a quand même un tas de trucs à faire puisque on parle pas anglais. Oui. Voilà. C'est ça le plus grosse barrière, je pense. Et en parlant de culture, est-ce que vous avez eu un choc des cultures en voyageant, justement, et en vous retrouvant dans des pays complètement différents? L'Allemagne, c'est pas si différent. Ouais. Enfin, ça va. C'est pas choquant. Peut-être un peu sur le fait de respecter les règles. À Berlin, c'est si le feu est rouge, tu traverses pas la rue. Et c'est très mal vu. On sait que tu n'es pas allemand si tu traverses au petit bonhomme rouge, quoi. Donc il y a ce genre de petits trucs comme ça. La nourriture, c'est pas la même chose. Hein, est-ce qu'elle est bonne? Non. Non. Non, c'est bon, mais c'est pas la même gastronomie. Après, sans vouloir nous vanter, on est très bon en gastronomie. On est très bon en gastronomie française. mais franchement, il n'y a pas grand choc. Peut-être plus pendant l'hiver, que je n'ai pas encore fait, qui arrive. Là, peut-être que ce sera différent, comme il va faire à peu près -10, donc il va faire un peu froid. Donc on va investir dans une doudoune. Mais ouais, je t'en reparlerai à la fin de l'hiver. Ok. Alors, moi, j'ai vécu plusieurs chocs culturels. Le premier dont je me souviens, c'était justement au Canada, parce qu'au Brésil, les gens sont très, très, très ouverts. On est très chaleureux. Si tu arrives au Brésil, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Les gens vont proposer plusieurs choses. Et je me souviens, au Brésil, par exemple, on fait la bise à tout le monde. On s'embrasse, voilà. On est très chaleureux. Et je me souviens d'arriver au Canada. Et... J'étais dans une famille d'accueil et on arrivait le jour de Noël. J'étais avec une copine. Le jour de Noël? Oui, exactement. Okay. Et c'était, par coïncidence, c'était l'anniversaire de la host mom. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'était de l'embrasser. J'ai dit, félicitations, je l'embrassais et tout. Elle était choquée. Elle était hollandaise, elle était vraiment choquée. Et à partir de là, j'ai commencé à embrasser tout le monde à l'école. Et je me souviens de partager cette histoire à l'école d'anglais où j'étais inscrite. Et la prof, elle était choquée. Et à partir de ce moment-là, tout le monde m'appelait la Brésilienne qui embrasse tout le monde. Donc fais attention parce que sinon, Jessica, elle va t'embrasser à n'importe quel moment. Et j'étais là, ok, donc je ne peux pas forcément embrasser tout le monde n'importe où. Voilà.
C'était vraiment mon premier choc culturel. Et même aujourd'hui, je fais toujours attention avant d'embrasser, avant de faire quoi que ce soit. Je me dis, C'est OK, vrai. ça se trouve, c'est pas vraiment adapté à la culture. La bise aussi, c'est très français. En Allemagne, il n'y Ouais. a pas de bise, c'est une accolade. Ah, Oui, une accolade, quoi. Ok. Genre, pour dire bonjour à tes proches, tes amis. Sympa aussi. C'est sympa, si tu veux. C'est très, pas dire américain, mais tu vois, c'est un mode, voilà, une petite accolade. Et puis, mais pas de bise. C'est vrai qu'il n'y a pas ça non plus. J'aime bien Ouais. quand même. Et toi? Bon. Beaucoup de, Bah beaucoup ouais, de différences? enfin, c'est vraiment l'inverse. Enfin, ouais, donc, choc culturel. En soi, il y avait mon père, donc j'étais plutôt gêné à voir la culture française au Japon, puisque bise, ça se fait pas. Oui. On se... Ouais. Oui, genre... On se salue. Ouais, voilà, on se salue comme ça, vraiment. Donc, non, en vrai... Tu salues genre- comme ça, même tes proches, etc. Ou enfin, Ouais, tes parents, par exemple? tu serres la main. Enfin, il n'y a pas de bise avec... Enfin, je pense que j'ai jamais dit « je t'aime » à ma mère. Ah ouais. Et... Ils sont très pudiques aussi, les Enfin, Japonais. après, ça dépend des familles, mais juste... comment dire je pense qu'il y a deux types de Français au Japon. Soit ils adorent le Japon, ils comprennent la Mhm. culture, et ceux qui ne peuvent pas vraiment s'habituer à ça, puisque... et c'était le cas de mon père, puisque... Enfin, c'est chaud, genre, il n'y a pas de bise. On est, comment dire, un peu gêné d'avoir les contacts physiques et tout. Donc, ouais, c'était juste deux mondes totalement différents. Quand je suis venu en France, bah, je vous voyais tout le monde, puisque au Japon, quand tu as un an de plus, automatiquement, c'est la forme de respect qu'on parle à l'autre personne. Et moi, je savais pas que vous voyez, c'était pour les personnes à 40 ans, 50 ans. Ouais. Je voyais tout le monde. Et encore. Il y a Ilois aussi. On peut iloyer les personnes. Ilois, ok, bref, Ouais. je connais pas. Mais ouais, juste voilà, donc c'est juste deux cultures différentes, très loin, mais on peut être très proches. Par exemple, on a des bains chauds où tout le monde sont nus. Et en fait, en japonais, il y a un mot hadaka no tsukiai. Ça veut dire, genre, quand t'es nu, genre, t'as vraiment une connexion quand t'es nu. Enfin, quand on n'a pas d'armes. Vous voyez, donc, en fait, genre, le mode de communication est tellement différent. Donc, vous préférez être nu que vous faire Ouais, la c'est bise. ça. Non, bah bon, après... C'est contradictoire, tu vois, mais c'est marrant. C'est rigolo. Non, Ouais. enfin, ça c'est juste un exemple, mais juste genre le mode de communication. Après, on va pas au bain comme ça, genre, ensemble, Oui. juste genre. Mais voilà. Donc, la bise, ouais. Enfin, quand mon père me faisait à l'école au Japon, j'étais. Voilà. Donc, ça, c'était. En vrai, je pense que c'était du dur pour lui, mais en soi, ouais. Enfin, les deux. La France m'a vraiment choqué. Donc, Oui. Et est-ce qu'en France, enfin, au Japon, pardon, vous êtes beaucoup plus formel que le français ou si c'est la même chose? Formel dans quel sens? Dans la formalité des choses, parce que ici, par exemple, il y a une chose qui n'est pas naturelle pour moi, c'est de vouvoyer les gens. Ouais. Et ça, c'était très difficile pour moi au début aussi de vouvoyer ou de appeler les gens par le nom de famille. Et j'ai déjà eu des soucis aussi avec ça. C'est vrai. Avec une prof du master, on faisait un projet ensemble et je me souviens d'un jour, elle avait écrit un mail et je l'appelais par son prénom. Ouais. Et elle était vraiment très énervée contre moi. Ah ouais. Alors que pour moi, c'est pas vraiment. Ouais, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de non. respect, exactement. C'est naturel. Au contraire, je pense qu'au Brésil, si on donne le nom de famille à quelqu'un, ça c'est beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus Éloigné. personnel, le nom de famille, parce que Jessica, il y en a partout. Ok. Mais D'accord. voilà, si je donne mon nom de famille à quelqu'un, je me pose des questions avant. Je me dis, pourquoi cette personne veut mon nom de famille? Est-ce qu'elle a envie de me Qu'est-ce que tu vas voler, faire avec? m'arnaquer des trucs comme ça. Ok. Donc c'est beaucoup plus. Je sais pas si au Japon c'est comme ça, C'est juste formel. formel C'est comme trop ici. formel. Mais après, bon, c'est pas pour s'éloigner de la personne, c'est juste, je pense que c'est vraiment la culture. Donc, à l'école, je t'ai jamais appelé par mon prénom. Mhm. Oui, C'est nom de toujours famille. mon nom de famille, puisque. Voilà. Et quoi d'autre? Non, c'est super formel, mais ça veut pas dire que tu veux t'éloigner et tout. Enfin, par exemple, genre, Enfin, c'est un pote, mais j'utilise quand même la phrase respectueux à chaque fois que je lui parle, même si je lui connais depuis 5 ans ou 6 ans.
puisqu'il a 2 ans de plus que moi. Donc ça veut Ah pas ouais. dire que... Même ouais, si t'es hyper proche avec lui. ouais, on est super proches, mais... Donc tu le vous vois tout le temps. Ouais, je vous vois tout le temps. Je pense que j'ai jamais parlé avec lui en... En français, ça va être tutoyé, mais... Bah ouais. Et ouais. Bah non, mais Quand enfin, même. je trouve ça. Bah, c'est intéressant. Enfin, c'est Ouais, c'est vraiment très une différent, vraie... ouais. Là, pour le coup, c'est une vraie différence, Mm. quoi. Même avec tes Bah potes, tu vous vois, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu... Mais en même temps, on a la notion de senpai kohai. Mhm. En gros, genre, senpai, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais plutôt genre 2-3 ans. Tu vois, genre, Ok. c'est une Ça va. différence. Donc, je pense que la plupart des gens vont dire, ah ouais, tu peux me tutoyer, voilà. Mhm. Mais il y a cette notion. Donc, par exemple, enfin, moi, je jouais au foot jusqu'au lycée, mais genre, quand on était première année, on arrivait 45 minutes avant l'entraînement, on se mettait en ligne comme ça. Et quand, en gros, genre, on avait une chambre spéciale pour se changer. Quand il y avait les senpai, c'est-à-dire les gens qui ont 1 an ou 2 ans de plus que nous, passer, on faisait genre... Ah Ouais, ouais? genre, ça semble un peu l'armée, Ouais. C'est clair. mais c'est juste normal pour nous. Ok. Donc voilà, donc ouais, mon père me disait toujours que c'est des militarismes. Mm. Enfin, Ouais. nous, on a un costume au lycée qu'on ne change jamais. Ouais. C'est très militaire en soi, mais je pense que c'est l'uniformité, je dirais, Mm. que le Japon a. Donc c'est juste une culture. Ok. Et est-ce que bon, alors, grâce à ton père, peut-être un peu moins, mais du coup, tu as eu un choc quand tu arrives en France? Alors, nous, on se fait tous la bise. Est-ce que les gens te font la bise et Ouais. bon, ben, bonjour. Enfin, j'étais un peu plus habitué, sûr, mais par exemple, quand je passe devant un véhicule où il stoppe, je fais ça. Et les gens étaient surpris, puisque bah, tout le monde passe comme ça. Mais Bah, Et tu dis merci. voilà, donc Ouais, c'est... ouais, j'étais moins Moi, choqué. j'aime bien. Ouais. Sinon, je vous écrase. Mais ouais, donc j'avais moins de mal à m'adapter, mais ouais, j'ai eu quand même pas mal de problèmes, donc surtout le mode communication, puisque Oui. au Japon on communique pas, donc ouais, c'est vraiment chaud. C'est pour ça que il y a plein de gens qui se dépriment, parce qu'ils Ah savent ouais. pas comment communiquer. Mais en France, j'ai l'impression que tout le monde va voir des psys. Les psys, ouais. Très De plus en facilement. plus. ouais. Beaucoup Moi, je plus connaissais maintenant. pas l'existence d'un psy jusqu'à l'âge de 23 ans. C'est vrai? Enfin, ouais, jusqu'à l'année dernière. Mm. Et voilà, donc je pense Mm. que ouais, cette culture forme une sorte de manque de communication. Mm. Et ça, c'était une énorme galère pour moi, surtout puisque en France, tout le monde est plus comme ça, mais je sais pas quoi partager, je sais pas quoi parler. Donc c'était plutôt cet aspect qui m'a pas perturbé, mais genre que j'ai eu du mal à comprendre. Donc voilà. Ok. Bah, je trouve que nous, on n'a plus trop de tabous. Alors, je pense qu'on a moins de tabous chez les femmes que chez les hommes. Ouais. On a plus Oui, de c'est- facilité à parler. On se dit, en tout cas, moi, je dis tout à mes copines sans problème. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même encore un petit peu ce petit tabou chez les hommes en France, Ouais, complètement. je suppose. Oui, on apprend à communiquer davantage, nous les Mm. femmes. Et on Ouais. se partage vraiment tout. Et Tout. même ça se Même voit, trop, des fois. Ouais. Mais ça se voit même dans les formats familiaux. Moi, je sais que je partage tout à ma maman. Mm. Partage beaucoup moins à mon père. Mhm. Et ça, j'ai l'impression que ça se déroule très, très souvent comme ça. J'espère que ça changera. Mais l'espère. voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à faire le jeu de cartes. Oui. Alors, en fait, il y a des cartes retournées, vous le voyez. Et derrière toutes ces cartes, il y a des petites questions. Et donc, je vais vous laisser en piocher chacun votre tour. Et puis, chacun votre tour, vous pouvez répondre à la question que la personne a choisie. Voilà. Qui veut commencer? Allez-y. Faites un plaisir. Et du coup, je le lis. c'est Oui. ça Oui, tu le lis, comme ça, on a la question. Ouais, moi. je sais pas bien le français. La mondialisation permet-elle réellement À chacun, réellement à chacun. Vraiment à chacun de choisir où travailler, ou crée-t-elle une nouvelle forme d'inégalité? D'inégalité, ouais. I answer, or like they answer. Tu peux en répondre et après, ils vont répondre Ah, d'accord. chacun leur tour. Ouais. Comme ça, on a des réponses C'est complètement pas une différentes. question évidente. Hein. Non, Je trouve Non, que du C'est vrai. ça demande de c'est la assez dur. réflexion. Mm, En mm. fait, je pense que si, je sais pas. Oui, tu ouais, peux. c'est- Et puis, chacun donnera sa réponse. Je pense que ça nous permet d'envisager de partir Oui. ou d'envisager de se dire en fait il y a d'autres opportunités qui existent, mais tout le monde ne peut pas partir non plus. Mhm. Oui. Déjà, tout le monde nous dit il faut partir, il faut partir, il faut partir.
Ça coûte cher de partir. Il faut de l'argent pour partir, déjà. Il te faut... En vrai, si tu veux travailler à l'étranger, il faut que tu aies un diplôme, potentiellement. Ou alors, il faut que tu aies des contacts. Ou il faut que tu essayes et tu essayes. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend d'où tu viens. On n'a pas les mêmes chances, mais même au niveau passeport. Enfin, quelqu'un qui vient du Middle East n'aura pas les mêmes chances que si tu es français, ou si tu es américain, ou si tu es mexicain, brésilien. Enfin, on n'a pas tous les mêmes chances pour partir à l'étranger. Donc ça, c'est, je pense, une belle forme d'inégalité. Mais je pense qu'aussi, on peut plus envisager de partir à l'étranger plus que nos parents, par exemple, ou nos grands-parents. Il y a le fait d'envisager, et après, c'est les problèmes d'où tu viens, peut-être. J'ai plutôt tendance à dire Je ça. suis tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend d'où tu viens et de tes moyens aussi. Parce qu'on peut prendre plusieurs personnes qui viennent du même pays, mais qui viennent de réalités complètement différentes. Ouais. Donc, même si ces personnes-là ont l'opportunité de partir, leur expérience, elle va être complètement différente. Ils vont changer en fonction de ça. Ouais, carrément. Ouais, entièrement d'accord, vraiment. Enfin, où travailler. Enfin, ouais, je pense que ça quand même diminue l'inégalité, enfin la mondialisation surtout et la circulation des informations. Puisque, par exemple, dans des villes petites au Japon, on n'a même pas le choix d'aller dans des universités privées, puisque c'est mal vu. Et tout le monde veut aller dans des publics. Les professeurs conseillent d'aller dans des universités publiques. C'est un rituel, c'est bizarre, mais cette circulation d'informations, je pense que ça booste à des gens de toucher des informations sur la ville ou genre des endroits différents. Donc, mondialisation, peut-être c'est un peu plus loin, mais je pense que ça quand même diminue, ou genre, ça diminue le nombre de personnes qui veulent pas partir à l'étranger. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça peut être un diminuteur d'inégalité. Mais en même temps, je pense que ça crée deux énormes groupes où ceux qui ont les ressources de partir, qui partent plus facilement plus loin, et ceux qui n'ont pas accès, qui restent. Donc, ouais, ça fait une nouvelle peut-être forme d'inégalité, mais je pense que c'est comme le capitalisme, mais genre ça crée vraiment deux groupes énormes comme ça. Et là, bon, est-ce que ça change? Je suis pas sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que je suis la plus âgée ici. Donc, justement, quand je suis partie au Canada pour la première fois, à ce moment-là, c'était en 2011, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, quoi que ce soit. Donc, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à tout, en fait. Avoir, justement, trouver d'informations pour savoir comment partir, où aller. Donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, avec l'accès à l'Internet. Ouais, bah exactement. Je pense qu'avec un peu toutes les évolutions qu'on a, on a beaucoup plus de choix de partir. Je vois, si vous prenez des avions pour partir, je sais pas, en Espagne ou des choses comme ça, vous avez des allers-retours à 40 €. Ouais. Franchement, il y a de plus en plus de possibilités. Après, je suis complètement d'accord. Ça reste quand même des inégalités. Il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir vivre tout seul dans un autre monde. Donc, dans un autre monde, dans un autre pays. Enfin, un autre monde. Mais, c'est ça. Mais ouais, je pense qu'il y a toujours ces inégalités. Et je pense qu'on en aura toujours. On doit travailler là-dessus. Mais ouais, je suis encore assez plus d'accord. quand t'es une femme aussi, partir à l'étranger. Exactement. Ouais. Même quand tu es toute seule, tu pars pas n'importe où, tu fais attention. Tu poses plus de questions. Et où tu habites aussi, faire attention aux offres d'emploi, pas d'emploi, mais d'offres d'appartements un peu trop, qui ont l'air un peu trop merveilleuses. Même les offres d'emploi, bien sûr, carrément. Il y a plein de choses superbes. Et bien, Jess, si tu veux prendre une petite carte aussi. Y a-t-il des différences dans le monde du travail à l'étranger? Et si oui, quelles sont les plus importantes? Oui, il y a beaucoup de différences. Ça, c'est sûr. Déjà, il y a la barrière de la langue.
Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler ici, je ne parlais pas vraiment français. Donc, déjà, j'apprenais un nouveau métier, dans Ouais. une nouvelle entreprise, dans une autre langue qui n'était pas la mienne. Il y avait Ouais. ensuite des mots beaucoup plus techniques que je ne comprenais pas. Donc, des fois, c'est vraiment un défi de se faire comprendre, de passer les messages. Et oui, en effet, c'est beaucoup plus challengeant. Moi, j'ai vraiment ressenti une différence d'autonomie du travail, où je trouve qu'on... Alors, j'ai peut-être eu de la chance, c'est peut-être pas général. Voilà, je parle juste de mon expérience dans ma boîte. Mais je me suis sentie pas comme une stagiaire, déjà. J'étais plutôt considérée comme un employé à part entière. Alors qu'en France, bon, si t'es Oui. stagiaire, t'es stagiaire, quoi. On te le fait comprendre. Dans beaucoup de boîtes. Et là, non, je travaille du coup pour les réseaux sociaux de mon entreprise. Et alors, je sais pas si ma boss est juste trop géniale et qu'en fait, elle me laisse tout faire. Mais c'était, écoute, on te fait confiance. Pendant 1 mois, formation. De base, mon stage, c'était 4 mois. Donc, il fallait aussi que je puisse être efficace rapidement. Même pour moi, hein, c'était pas du tout ma boss qui me disait faut que tu sois efficace vite, vite, vite pour pour qu'on rentabilise ton stage. J'avais envie d'évoluer assez vite. Et, au bout de, je sais plus, 3 semaines, ouais, j'ai commencé à poster quand j'avais envie. Je faisais les designs que j'avais envie. J'avais une liberté qui était assez folle. Elle ne relisait pas mes mails, par exemple, que j'envoyais à des guests, parce qu'on a aussi un podcast, donc elle ne relisait pas mes mails. Je me souviens d'une boîte dans laquelle j'avais travaillé en alternance, qui était super. J'ai adoré cette expérience, mais en fait, ma tutrice relisait tout le temps mes mails, corrigeait tout le temps, et je lui ai pas dit, parce que je pense que quand tu es alternante, tu es aussi un peu timide, mais j'étais là, genre sa copie conforme, et je trouvais ça dommage, parce que du coup tu n'évolues pas en fonction de ce que toi tu as envie de mettre en place, les mots que tu as envie d'utiliser. Donc j'avais trouvé cette différence là, et je pouvais faire du télétravail même si j'étais stagiaire. Au bout de 3 semaines, il y a une forme de liberté dans mon taf qui fait que je trouve que cette expérience est vraiment plus intéressante que quand tu bosses en France, je pense. Et tu penses que c'est justement parce que c'est l'Allemagne ou moi je pense que c'est aussi lié aux personnes. Parce Peut-être. que Ouais. en l'occurrence, moi, on m'a aussi fait confiance. Alors peut-être pas en 3 semaines, mais je pense qu'on m'a fait confiance. Je pense que alors je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'il faut avoir la bonne personne en face de soi. Ouais, c'est clair. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui veut effectivement que tu sois elle et que tu reproduises exactement ce qu'elle fait et qu'elle Je veut pense ça. aussi que Berlin est aussi une ville très internationale. Et ma boîte, en l'occurrence, c'est très international. C'est une boîte allemande, mais on parle tout le temps anglais, parce qu'il y a des personnes qui viennent de tous les pays, en fait. Donc, il y a aussi ce côté très international. Donc, c'est un peu à l'américaine, c'est bête à dire, mais voilà, on t'encourage, on a notre Monday Ça, c'est bien. meeting où on fait genre 1 minute, où on se relaxe, parce que c'est aussi une boîte de compléments alimentaires naturels, donc il y a ce côté où on prend soin de soi. Mais voilà, on essaye très ambitieux, en fait, où tu peux show off, donc tu peux faire des meetings où tu peux montrer un peu voilà, ce que tu as fait et tout. Donc il y a ce côté où on te demande, en fait, d'être pertinent. Vas-y, montre ce que tu fais, sois fier de toi, n'aie pas peur de montrer que tu fais du bon travail. C'est hyper important. Envoie des messages sur Slack, qui est notre plateforme où on discute tous ensemble, pour dire, bah voilà, nous, on a fait ça, 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 on a eu tel retour, c'est super, on est trop contents. Et en fait, en France, on peut te dire, pourquoi tu nous parles de tes résultats positifs, tu vois, alors qu'en fait, dans cette boîte, tout le monde te dit, mais c'est trop bien, c'est inspirant, en fait. Il y a le côté très inspirant qu'on n'a pas forcément en France. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs éléments aussi qui jouent là-dedans. Déjà, ça dépend de la mentalité de la personne avec qui tu travailles. Ensuite, ça peut dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Carrément. Normalement, Ouais. dans des petites entreprises,
tu gagnes en autonomie beaucoup plus rapidement. Ouais. Et ça dépend aussi de ton milieu. Des fois, il y a des métiers qui sont beaucoup plus carrés, où tu as moins de liberté pour proposer de nouvelles idées, pour gagner en autonomie. Et il y a d'autres métiers qui vont te pousser à aller un peu plus loin, Carrément. être plus autonome. Ouais, je pense que c'est hyper important. Et il y a des gens qui ont besoin, certes, de micromanagement pour pouvoir évoluer, mais il y en a certains, ça les restreint plus qu'autre chose. Je pense que tu as besoin de connaître la personnalité avec laquelle tu travailles pour pouvoir travailler au mieux. Enfin, c'est mon avis. Et toi, Louis? Attends, du coup, la question, c'est... Non, vraiment, j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être bien de la redire. Et du coup, enfin, ouais, il y a une différence, bien sûr. Et enfin, je pense que j'ai travaillé je travaille en France et j'ai travaillé aussi au Japon, donc je pense que j'ai les deux points de vue. Donc, bien sûr, il y a une différence de langue, de culture. Au Japon, c'est vraiment genre, encore une fois, quand t'as un an de plus ou genre, t'es rentré à la compagnie un an avant, la personne est plus haut. Donc, il y a une... Même si, alors si tu es plus vieux dans l'entreprise, mais plus jeune, tu vas avoir ce... Ça peut, ouais. Mais bon, quand même, il y a une forme de communication. Mais juste quand tu es dans une entreprise plus longtemps, là, ça commence à changer avec des boîtes de consulting ou genre des boîtes étrangères. Mais juste, c'est vraiment l'âge ou l'année que tu es resté vraiment, ou la position, mais bref. Mais ouais, il y a une énorme différence. Et en fait, j'ai pas compris sur... Enfin, oui, quelles sont les plus importantes? Genre, les différences les plus importantes. Bah ouais, du coup, dans ce cas-là, c'est vraiment l'âge et l'année et la position, puisque je pense qu'en France, j'ai l'impression que c'est plutôt genre merit-based. Comment dire? Ce que tu as fait est rémunéré. Mais au Japon, c'est plutôt vraiment l'année et la position qui est rémunérée. Donc, même si tu sers à rien à 60 ans, vraiment, c'est pas génial. T'as le pouvoir. Et ils disent que ça commence à changer, mais quand même, juste, il y a eu vraiment plein de problèmes. Par exemple, une des plus grandes chaînes japonaises avait, énormément de problèmes, parce que genre, je sais pas comment dire, mais genre, ils envoyaient des annonces. Announcer, I don't know how to say announcer. Annonce. Présentatrice. Ah, pardon. Japonaise à des acteurs et tout pour aller boire et avoir voyager. C'était l'ordre des gens qui sont en haut pour récupérer des acteurs pour leur programme et tout. Ils utilisaient des présentatrices pour to secure them. Do you get what I mean? Les assurer? Les assurer. Enfin, c'est dans le sens sexuel, genre. Vous voyez? Ah non, je sais pas. Ah non, moi non plus, j'avais pas compris. Attends. C'est devenu un énorme problème. Donc, sorry, I'm gonna speak in English, but like basically, announcers are mostly women. Ok, donc les présentatrices sont généralement des femmes. Voilà, surtout des femmes. Et les présidents de la boîte, de la chaîne, envoyaient souvent des femmes dans des dîners. Vous voyez, je crois que j'ai compris. Et voyez, et genre il y avait pas mal de trucs qui s'est passé et il y avait une femme qui a dit, il y avait une présentatrice qui avait dit que voilà, je me suis fait agresser sexuellement et tout, mais juste les gens en haut avaient plus le pouvoir et du coup ils disaient non, genre tu fermes ta gueule, tu dis rien. Alors, vraiment, c'était ça. Et du coup genre c'était pas dans la lumière pendant vraiment 10-15 ans et c'est ressorti, je me souviens plus comment, bref, du coup voilà, vraiment les gens qui sont en haut ont vraiment un vrai pouvoir, quoi. C'est la loi. Ils sont dieux. Donc, c'est une sacrée... Remarque, c'est pas une si grande différence avec la avec France, j'ai envie de te dire. Les vieux... Oui, on se comprend. Voilà. Mais juste, c'est vraiment partout. Même s'il a qu'un an de plus que toi, il a plus de... Mais ça, c'est fou. Non, ouais, du coup, on a beaucoup de mots. Quelque chose... Hara, c'est harassment. Du coup, ça peut être power harassment. Sekara, sexual harassment. Sexual harassment. Et du coup, vraiment, il y a plein de quelque chose harassment au Japon qui vient. Et c'est devenu un mot, puisque comme c'est tellement banalisé que genre, il y a tellement de harassment everywhere. Du coup, voilà, donc ce qui est le plus important, c'est voilà, enfin, c'est pas important, mais enfin, la différence, c'est vraiment le pouvoir. La position et l'âge qui fait le métier, quoi. Voilà, donc ça me choque.
Ça change, Honnêtement, ça ouais, change, bah oui. mais bon, c'est pour ça que être femme au Japon, c'est pas facile, puisque C'est clair. ça change, oui, mais Ouais. en réel, bon, j'étais pas dans une compagnie japonaise, donc je peux pas vous dire, mais ce que vous entendez peut-être sur les réseaux sociaux et tout, je dirais pas que tout est vrai, mais à la Mm. fois, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui est vrai, Mm. donc c'est ça qui est vraiment chaud au Japon. Ouais. Mm. Et voilà, donc ouais, je pense que c'est vraiment une grosse différence entre la France et la culture de travail. Ouais, bah là, on voit quand même un sacré. Une petite Mm. Je pense qu'on a quand même pas mal évolué, nous, Mm. de ce côté-là. Bon, certes, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire, ça, je pense qu'il y en aura toujours. Mais moi, bah, je travaille avec Jessica. Et je pense que dans notre boîte, il y a des gens qui sont importants en étant très jeunes. Donc, on arrive à donner du pouvoir à des gens bah, parce qu'ils le méritent. Mm. Un peu ce truc de méritocratie. Mais je pense que c'est important parce que bah, en fait, tu peux faire bien mieux qu'une personne qui a 10 ans de plus que toi. Mm. Donc ça, je trouve ça bien. Et moi, j'aurais aussi parlé du fait que bah, on travaille justement avec un bureau qui est à New York. Et on a eu un collègue à nous qui est venu en début d'année, qui lui vient de New York et était vraiment choqué de voir nos bureaux. Parce que, bah, en fait, quand tu rentres dans nos bureaux, tu rentres dans une petite maison, on a des canapés, on mange tous ensemble le midi, c'est hyper sympa. Alors que bah, ils sont souvent avec leur petite boîte derrière leur ordi Ouais. et ils mangent comme ça le midi. Ouais. Il y a vraiment ce truc convivial en France. Et je pense qu'on a quand même de la chance Mm. là-dessus. Parce que moi, je n'ai pas vécu du coup la chose à New York, j'espère un jour. Mais non, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu entre guillemets à travers les yeux de mon collègue. Et je pense qu'on a quand même cet avantage d'être relativement. Enfin, d'avoir un lien avec nos collègues. Ouais, Je trouve que c'est carrément. important. Bah, c'est généralement tes amis aussi, ça devient tes amis en fait. Ouais, c'est ceux que tu tes vois le plus collègues. souvent finalement. Bah, tu les vois de 9h à 18h, donc Mm. il faut que tu t'entendes bien avec eux, ouais, ce serait mieux. Au mieux. Bah, je te propose de prendre une petite carte. Est-ce que, Jessica, tu peux m'en prendre une, n'importe laquelle? Je ne veux pas toucher le micro. Merci. Penses-tu qu'on peut vraiment se connaître soi-même sans sortir de sa zone de confort géographique? Excellente question. Moi, je pense que oui. Tu n'as pas besoin de partir à l'étranger pour te connaître. Pour moi, c'est ici. C'est juste dans la tête que ça se passe. Et si tu peux affronter tes problèmes en France, partir à Berlin, au Japon, au Brésil, Ouais. ça changera pas grand-chose, quoi. Par contre, je pense que tu évolues plus vite quand tu pars à l'étranger, justement par rapport à cette fameuse question d'aller indépendante, voir les oui. autres. Voilà, Oui. tu te découvres dans un truc où tu dois te débrouiller tout seul. Et si tu sors pas de ta zone de confort, ton expérience, elle va être totalement différente. C'est-à-dire que tu vas vraiment vivre une expérience complètement différente que si quelqu'un qui part en même temps que toi va essayer d'apprendre la langue, va parler avec des gens, va découvrir le pays, etc. Donc, je pense que tu évolues plus facilement, rapidement quand tu pars à l'étranger. Et encore, j'ai envie de te dire, déjà, quand tu as la vision de vouloir partir à l'étranger, c'est que je pense que tu te connais suffisamment pour te dire bon, bah, je me fais confiance, je pense que je suis en capacité de pouvoir me débrouiller tout seul. J'ai peur, mais j'ai envie d'oser, j'ai envie d'essayer. Donc, moi, je te dirais que non. Penses-tu ouais, je te dirais que non, mais je pense que ça aide. Ok. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a tous plusieurs moments dans la vie où on va sentir ce besoin de changer quelque chose dans notre routine, dans la vie, vraiment. Et ça peut se faire par un changement de pays, mais ça peut se faire par d'autres changements aussi. Mais en effet, dans mon cas, ce changement, il s'est fait à partir du moment où j'ai laissé le Brésil. Et parce que de toute façon, je pense qu'on est exposé plus facilement à plusieurs expériences différentes. On se voit face à des situations où on n'aurait pas vécu forcément dans notre pays d'origine, si on reste dans notre zone de confort. Puis même, en fait, partir à l'étranger, ok, mais tu peux aussi juste changer de ville. Oui. C'est déjà quelque chose aussi de changer de ville, c'est pareil. Et la question que je me dis toujours, c'est quand tu changes de ville, par exemple, pour des études,
c'est tellement différent que quand tu changes de ville pour un travail. Mm. Parce que quand tu es en études, tu as tout de suite un réseau, tu es tout de suite dans une routine, tu es tout de suite avec des amis, des proches, des potes, quoi, en fait, que tu te fais beaucoup plus facilement. Quand tu changes de ville ou de pays pour un travail, mais se faire des potes, c'est tellement plus difficile, quoi. Donc, je pense que oui, changer de pays, ok, mais changer de ville aussi. Complètement. Ouais. Tu peux faire des dates amicaux. C'est ce que j'avais fait à Berlin, sur une appli de rencontre qui propose aussi, genre, tu fais des dates amicaux. Ultra sympa. Hein. Et alors, j'en ai fait quelques-uns. C'était intéressant. C'était bizarre un peu parce que t'étais en mode on se date, mais on va pas. Enfin, c'est pas pour une relation amoureuse, quoi. Mais c'était drôle parce qu'en fait, les gens avaient la même envie que toi de juste se faire des potes. C'était peut-être que pour une soirée, c'était marrant. J'ai rencontré une meuf qui venait du Chili et du coup, elle me racontait toutes les différences. Elle venait, mais alors, pas de la capitale, mais plutôt dans un petit village. Et elle me disait, regarde, je peux laisser mon téléphone ici et personne ne va me le voler. Alors, ça peut arriver, mais t'es pas obligé de tout ranger, tu vois. Genre. Donc voilà, c'était drôle d'avoir ce petit truc de date amicaux. Hyper sympa. Ouais, carrément. La question, c'est genre... Penses-tu qu'on peut vraiment se connaître soi-même sans sortir de sa zone de confort géographique ? Enfin, je prends l'exemple du Japon, puisque j'ai vécu littéralement toute ma vie. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Techniquement, non. Mais plus au Japon, peut-être. Puisque, comme je vous ai dit au début, on n'a pas besoin de bouger de ce pays. Vraiment, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est pour ça que pas personne, mais genre le nombre de personnes qui sont intéressées à la politique est très faible. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. C'est tellement calme, c'est tellement safe. Que voilà, genre, c'est vraiment une preuve où, à quel point on peut être si... Comment dire? Not interested in politics. Pas intéressé à la politique, mais vivre correctement. Bref, mais du coup, voilà, donc... géographiquement, je pense que, comme vous avez dit, genre bouger, ça peut faciliter la rapidité de s'évoluer soi-même et genre de se rencontrer, de se rendre compte réinventer, se retrouver. de quel genre de personne t'es et tout. Mais ouais, je pense que plutôt l'essentiel, c'est de bouger quelque part, plus être seul. Parce que, on a vraiment l'habitude de se regrouper très facilement. Donc, vraiment, sortir de ce cadre-là, géographiquement et aussi genre individuellement, ça peut vraiment aider à découvrir toi-même. Donc, ça n'a pas besoin d'être à l'étranger. Ça peut être une ville et tout, mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais surtout, les Japonais, vraiment, je pense fortement que c'est bien de sortir du Japon, puisque c'est tellement une île Galapagos. C'est pas ça, c'est en France, mais en français, mais juste... voilà, on pense que la norme au Japon, c'est la norme partout. En fait, non. Et faut s'ouvrir un peu. Faut partir pour se rendre compte que c'est pas le cas. Voilà, donc surtout quand la population diminue et tout, c'est un peu le moment de sortir. Mais bon, encore une fois, on n'a pas vraiment besoin. Mais voilà. Donc, je sais pas si c'était une réponse. Voilà. Bah oui, très très bien. Moi, j'ai un avis un peu différent. Parce que je l'ai déjà dit, mais pas dans ce podcast-là, mais je viens de la campagne à la base, et je sais que j'aurais pas du tout évolué de la même manière si j'étais restée dans ma campagne en l'occurrence, parce que en fait tu évolues d'une certaine manière, tu as entre guillemets une bulle, et je considère que si tu sors pas de cette bulle, tu vas jamais découvrir ce qu'il y a ailleurs, et ce ailleurs, c'est le toi ailleurs. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que si tu restes dans cette bulle, tu restes comme les gens qui restent dans leur bulle, quoi. Donc tu as ces petites habitudes, tu vas pas aller chercher plus loin, tu as peur de certaines choses, et là je vais peut-être trop loin, mais je pense qu'il y a le racisme qui vient de là aussi. Voilà. Mais je pense que quand tu t'ouvres aux autres et que tu découvres toute autre chose, là tu te redécouvres aussi. Et donc du coup, moi c'est en l'occurrence pas un pays, mais moi je l'ai vécu avec Paris, qui est bien plus ouvert sur le monde. Et ensuite j'ai le découvert en voyageant, parce que j'adore voyager.
Et les gens ont toujours quelque chose à t'apprendre, à te donner. Et voilà, je pense qu'on évoluera tout au long de notre vie et que on a à apprendre de chaque personne qu'on rencontre. Donc voilà. Je pense qu'on manque un peu de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit mot à ceux qui nous regardent, si vous avez des conseils ou faire une petite conclusion. Je vous laisse la parole. Moi, je pense que ce que j'aurais à dire, c'est si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, partez, essayez, osez. Ça peut être 1 mois, ça peut être 10 mois, ça peut être 2 semaines. Essayez d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre les autres, de ne pas être jugeant et d'être curieux. Je pense que c'est vraiment rester dans la curiosité, essayer d'être ouvert sur le monde et de comprendre les autres, et vous comprendrez vous-même, je pense. C'est très beau. Non, justement, on parlait de changer des pays. Est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Dans mon cas, c'était très important et j'encourage tout le temps les gens à le faire, justement pour sortir de sa zone de confort, parce que on se pose beaucoup de questions tout le temps. On se pose des questions par rapport à toutes nos habitudes et il faut vraiment s'ouvrir au monde, aux gens, être en contact avec des différentes cultures, différentes façons de penser, de vivre. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la meilleure expérience qui existe. Je sais pas quel genre de gens regarde ce podcast et tout. Enfin, je sais pas qui va écouter ça. Mais de base, je pense que réaliser que si tu fais j'étais dans un environnement où, genre, si je fais des efforts, je peux réussir. Genre, je me disais ça, comme ça. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui font des efforts, mais qui peuvent pas réussir. En fait, c'est vraiment l'environnement qui fait tout. Et moi, je suis vraiment fortunate enough to be dans un environnement où, genre, je fais des efforts, je sors, je bouge, et il y a des résultats qui viennent après. Mais en fait, je pense pas que c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que, genre, dire, ouais, il faut avoir l'audace de partir et tout, je pense que c'est un peu facile. Surtout moi qui a vécu littéralement toute ma vie au Japon, c'est facile de dire ça. Et surtout, comme je fais les réseaux sociaux, les mots que je dis sur les réseaux sociaux, ça résonne un peu plus grand que j'imaginais. Donc, encore une fois, ouais, je suis dans un environnement très fortunate. Donc, mais quand même, genre, le premier pas, il faut avoir le courage de le faire. Ouais. Donc, ouais, enfin, même partir 48 heures C'est déjà dans un la bon début. préfecture juste à côté, c'est déjà un truc. Non, vraiment, donc, ouais, enfin, un petit changement, je pense que pourrait être Un bon début. un bon début. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ouais, ça m'a fait penser à ça. Donc, voilà. Ok. Ouais, et je suis d'accord aussi parce que tu disais que des fois, ça dépend aussi des opportunités qu'on a eues. Mais des fois, il y a des gens qui ont toutes les opportunités et qui ne font pas le premier pas et qui décident de rester enfermés dans sa réalité. Donc, il faut toujours avoir le courage de s'ouvrir. En tout cas, d'essayer. Exactement. Ouais. D'essayer. Et c'est pas pour tout le monde non plus de partir à l'étranger. Voilà, il y a des gens qui sont très bien chez eux et je pense que c'est aussi important de s'écouter. Si tu as l'opportunité, si tu as l'envie de le faire, fais-le. Mais si tu ressens pas l'envie, si tu penses que c'est bon, que toi, tu es très bien là où tu es, en campagne, en ville, peu importe, et tu peux rester chez toi quelque part, tu vois. T'es pas obligé de partir à l'étranger pour te connaître. C'est, encore une fois, je pense, quelque chose qui vient plus de l'intérieur. Ça s'alimente avec l'extérieur, bien sûr, et l'environnement, mais ça vient d'abord de soi. Alors, je pense que vous avez très, très bien résumé. Pour le coup, oui, je pense que chacun a des envies différentes et parfois, il y a des gens qui ont envie de rester à l'endroit où ils sont nés et où ils ont vécu toute leur vie. Et
fair enough. Mais je pense qu'on a quand même, comme on l'a dit durant le podcast, le besoin de s'ouvrir aux autres. C'est la chose la plus importante parce qu'on a toujours à apprendre de quelqu'un. Et ça, je pense que vous l'avez tous un peu expérimenté lors de votre parcours. Et d'ailleurs, merci d'avoir partagé vos parcours aujourd'hui. Merci d'être là. Avec plaisir. C'était un grand plaisir de vous avoir. J'espère que pour vous aussi. Oui. Et pour ceux qui nous regardent, vous êtes sur le média Les Désorientés, le média de tous les parcours. Merci de nous regarder, de nous écouter, peu importe le format que vous utilisez. On vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et je n'aime pas dire ça, mais abonnez-vous et likez parce qu'on a besoin. Merci Kim. Merci à vous. Merci.